Bonjour. Donc, avec cette vidéo qui va être un peu particulière, je voudrais aborder un sujet qui est un commentaire. En fait, c'est plusieurs commentaires posés par la même personne et les commentaires sont relativement longs. Donc, j'ai lu ça, je suis pas trop d'accord avec tout, mais sachant que quelqu'un s'est vraiment donné la peine de faire des commentaires aussi longs, j'ai décidé d'en faire une vidéo de réponse qui va être tout simplement une vidéo d'explication sur ce que je pense de ce qui est écrit en commentaire. Donc, alors, déjà, en fait, c'est plusieurs commentaires, donc je vais commencer par le premier, celui qui se trouve le plus haut. Donc, la Chine a toutes les chances de gagner la guerre commerciale provoquée par Monsieur Trump. Bon, le Sud global, plus de 60% de la population mondiale va acheter les produits chinois. Bon, c'est vrai que dans le sud global, en fait, il y a pas mal de pays qui achètent les produits chinois, c'est tout à fait exact. Je dirais même que ce qui risque de se passer, c'est pas que le sud global, en fait, c'est aussi l'Europe, puisque s'il y a beaucoup de produits qui n'arrivent pas à rentrer aux États-Unis, bah, nécessairement il y aura trop de production, donc le prix des produits va diminuer. Et donc, bah, ça sera plus facile pour les Chinois de les vendre à l'export. Mais éventuellement, ça peut être aussi plus facile pour eux de les vendre à leur population aussi en interne, hein. Ils ont quand même une population qui est assez importante, évidemment. Pendant 3 mois ou un an, la Chine va couper par deux ses exportations vers les États-Unis, machines-outils, pièces détachées, terres rares, bref, tout ce qui se produit en Chine que l'on ne trouve pas ou l'on ne produit peu aux États-Unis. Oui, ça fait partie effectivement des mesures de rétorsion qui ont été évoquées par les Chinois. D'ailleurs, il y a déjà des mesures qui ont été prises, hein, effectivement, sur les terres rares. Après, pour ce qui est des machines-outils, des pièces détachées, bon, c'est vrai, mais néanmoins, disons qu'il y a quand même un problème de qualité. Et puis, faut voir que la Chine, c'est quand même beaucoup un pays d'assemblage. C'est-à-dire que éventuellement, il peut y avoir des pièces détachées qui sont faites ailleurs et qui sont rassemblées et montées ensemble en Chine. C'est le cas, par exemple, des circuits intégrés, tout ce qui est la tech. En fait, tout n'est pas produit nécessairement en Chine. La Chine va vendre la dette américaine qu'elle détient exclusivement aux États-Unis. C'est pas évident. La dette, comment dire, la dette que la Chine détient sur les Américains, c'est pas quelque chose qui est si simple à manier que ça pour la Chine, parce que quelque part, d'abord c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que si jamais les Chinois voulaient se débarrasser de la dette américaine et l'envoyer sur les marchés, à ce moment-là, bon, ils pourraient le faire une fois, mais après ça serait terminé. Donc c'est pas nécessairement une très bonne stratégie. Ensuite, le fait d'avoir de la dette américaine leur donne quand même des moyens de, comment dire, d'assurer la richesse, c'est-à-dire de dire que leur pays est suffisamment riche parce qu'il détient de la dette et quelque part, ça peut permettre bah, de garder une valeur à leur monnaie et à leur économie. Donc, en fait, la vente de la dette chinoise, américaine détenue par les Chinois, moi, j'y crois pas beaucoup. Euh, Parce que, en fait, je pense que ça desservirait plus la Chine. Et puis après, il faut qu'ils la vendent. Donc, comme tout ce qui se vend, en fait, si vous vendez des gros paquets de dettes, eh bien, il peut arriver tout simplement que les prix baissent et donc vous perdez beaucoup d'argent. Donc je suis pas vraiment persuadé que ça soit quelque chose auquel ils pensent. Le problème pour la Chine, c'est que en dehors du dollar, en dehors de la dette américaine, en fait, bon, il y a peut-être l'Allemagne, mais il n'y a pas énormément de pays, d'autres pays qui soient quelque part aussi sûrs, entre guillemets, hein, aussi bien notés, et qui disposent d'un tel volume de capitaux, parce que c'est aussi ça le problème. Donc voilà, moi je crois moyennement justement à ce genre de choses-là.
Les taxes sur les produits chinois seront payées en dollars aux États-Unis. Cela va augmenter le taux d'inflation aux États-Unis. Oui. Il y aura beaucoup de liquidités en dollars aux États-Unis et sur les marchés mondiaux. Si les autres banques centrales ne restent pas vigilantes, les États-Unis vont essayer de leur refiler le trop de liquidités qu'ils ont en dollars. Bon, je dois avouer que c'est pas un passage que j'ai trop compris. Alors, c'est pas un passage que j'ai nécessairement trop compris. Effectivement, pour payer les taxes d'importation, ça va effectivement être obligé de se payer en dollars. Maintenant, il faut voir si les masses monétaires en fait le permettent, parce que les importations, le volume d'importation est quand même, c'est pas quelque chose de massif. Enfin, c'est pas quelque chose de si important que ça. Euh, donc, je pense que c'est quand même jouable. Je vois pas trop en fait où ça pourrait éventuellement poser problème. Mais pourquoi pas, mais bon. Les pays du BRICS sont outillés pour éviter ce tour de passe-passe des États-Unis. Moi, franchement, les BRICS, c'est un mot qui est à la mode. C'est un truc qui essaye de faire vivre effectivement la Russie, la Chine et puis un peu tous ces pays-là. Ils ont un petit problème, c'est que d'abord, ils n'ont rien en commun, à part de s'appeler BRICS. Ça, c'est le premier truc. Et ils sont quand même bon, très éclatés. On a le Brésil, en Amérique du Sud, on a l'Afrique du Sud, qui est bah, au sud de l'Afrique, hein, la Chine et la Russie qui sont sur le continent asiatique, et puis l'Inde. Mais en fait, ces pays n'ont pas obligatoirement des intérêts en commun. Par exemple, bien qu'on puisse imaginer qu'il y a un rapprochement entre la Chine et la Russie, en fait, il n'est pas si évident que ça, et je pense que Trump, quelque part, peut-être joue un peu là-dessus. Euh, à partir du moment où il a décidé, en fait, de, de s'en prendre à la Chine au niveau commercial, on a bien vu que tout de suite, il s'est mis du côté de la Russie dans le conflit en Ukraine, parce que pour lui, c'est plus important. Et surtout, il comprend très bien, en fait, il y a un antagonisme fondamental entre la Chine et la Russie. Je m'explique. La Russie est un pays impérialiste par définition, puisque la vraie Russie, la Russie historique, c'est quand même celle qui se trouve, comme disait le général de Gaulle, à l'ouest de l'Oural. Et tout le reste, en fait, c'est une conquête. Alors, c'est une conquête peut-être plus ancienne que ce qu'avaient fait les Français et les Anglais au XVIIIe siècle, mais ça reste quand même une conquête. Et les peuples qui se trouvent à l'est de la Russie n'ont pas grand-chose en commun avec les peuples qui se trouvent à l'ouest de la Russie. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point à propos de la Russie, c'est que c'est un pays qui est extrêmement peu peuplé. Alors vous avez en Russie à peu près, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est peut-être 140 millions d'habitants. En Chine, vous en avez 10 fois plus. 10 fois plus. Et la Chine est un territoire dont l'espace habitable, entre guillemets, est inférieur en plus à ce qu'on peut trouver en Russie. En Russie, du côté est, dans la Sibérie, etc., vous avez beaucoup de ressources minières, beaucoup de choses comme ça. Donc, quelque part, la zone est de la Russie est un point de faiblesse très très important. Et euh, donc, il y a vraiment un risque de ce côté-là. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas vraiment à une alliance dure comme fer entre la Russie et la Chine. Je pense qu'il y a des alliances de circonstances, mais en aucun cas quelque chose de très solide. Et je pense que c'est ce que pense Trump et son équipe. Et donc, les BRICS en eux-mêmes, je pense, souffrent de ce problème-là. De plus, alors malgré un rapprochement certain, il y a quand même eu un antagonisme, on va dire, historique entre la Chine et l'Inde. C'est moins violent qu'avec le Japon, mais quand même. Donc c'est pas non plus quelque chose de très
comment dire, de très sûr non plus. Donc ce bloc-là, économiquement, on le désigne avec un nom qui en fait quelque chose d'un peu monolithique, mais je pense que c'est une erreur, c'est en fait quelque chose de relativement éclaté. Ce sont des alliances de circonstances. Et le problème qu'ont ces pays, bon, peut-être pas l'Afrique du Sud et le Brésil, mais c'est d'avoir, comment dire, c'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'on pense en Occident, des pays qui sont très monolithiques. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'erreur fondamentale. On a l'impression, vu d'Occident, en fait, que ces pays-là, ce sont des pays avec un gouvernement, un État, et que l'État pilote tout, autoritaire, etc. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans ces pays-là, en fait, c'est ce qui fait leur faiblesse, hein, c'est que c'est un peu éclaté. Il y a différents pouvoirs qui ont du pouvoir important et l'État chapeaute un peu ça, mais le pouvoir est beaucoup moins absolu que ce qu'on peut trouver en France, par exemple, hein. Alors, mais les Européens ne le sont pas du tout. Et c'est surtout l'Europe qui va rembourser une partie de la dette américaine contractée auprès des Chinois. J'ai pas d'idée sur la question. Les Américains, les Européens qui abusent de la planche à billets faisaient tout pour retarder la digitalisation moderne. Avec le blockchain, il sera très difficile, voire impossible, qu'une zone monétaire exporte son inflation monétaire vers une autre zone monétaire. Il ne faut pas confondre les blockchains et la crypto-monnaie, en fait. Parce que ce qui fait le fait qu'on ne puisse pas, entre guillemets, imprimer des bitcoins ou une autre crypto-monnaie, c'est pas la blockchain, c'est l'algorithme propre à la crypto-monnaie et qui s'appuie sur la blockchain. La blockchain n'est pas la technologie de la crypto-monnaie, c'est une technologie qui est juste un support. En fait, on peut faire une blockchain avec à peu près n'importe quoi. Maintenant, si ma banque centrale européenne, par exemple, ne veut pas rembourser la dette américaine, elle est obligée de digitaliser sa monnaie. Ouais, là, je dois avouer que je comprends pas trop pourquoi. Idem pour la banque centrale anglaise, japonaise, toutes les banques centrales des pays du bloc occidental. Les Américains ont pas tellement fait tourner la planche à billets, pas tant que ça en fait, puisque il y a beaucoup d'argent en fait qui viennent de l'extérieur, hein, qui sont prêtés en fait par l'extérieur. C'est-à-dire que les pays vendent aux États-Unis. C'est le problème de la balance commerciale, hein, de Trump, hein. Les pays vendent vers les États-Unis, exportent aux États-Unis, en échange, ils récupèrent du dollar et il faut qu'ils le placent quelque part. Et comment ils le placent en fait? Eh ben, ils le placent aux États-Unis dans la dette américaine. Et donc, il n'y a pas vraiment de planche à billets au sens où on l'entend traditionnellement en fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? On peut discuter du Bitcoin. Je pense, pour moi, le Bitcoin, il y a beaucoup de similitudes de toute façon entre le Bitcoin quelque part et l'euro digital, qui est un projet qui est nécessairement un truc vague parce que c'est tellement complexe à faire au niveau technique que je pense que ça, on verra pas le jour avant une bonne dizaine d'années. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment il y avait des problèmes d'interconnexion entre les différentes banques centrales mondiales, entre les différents pays, alors à ce moment-là, des choses comme le Bitcoin pourraient devenir un outil de transfert de valeur, d'argent entre les différentes zones. Mais il y a quand même un petit bémol, c'est toute la partie technique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier quand même que le Bitcoin et les crypto-monnaies et les monnaies numériques, en fait, ça s'appuie sur un système informatique, sur des réseaux, sur de la technologie, sur beaucoup d'expertise. Et tout ça, il faut le maintenir en place. C'est pour ça que vous avez
le Bitcoin généralement qui fait du yo-yo en même temps que le Nasdaq. Donc voilà, c'est euh, les monnaies digitales. euh, bon, je ne sais pas si ça vraiment change grand-chose. La Chine va cesser d'importer les produits américains qu'elle peut trouver ailleurs, auprès de la Russie, de l'Inde, du Brésil, de la même façon, Japon et la Corée du Sud. Mais c'est encore le cas, en fait. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que, par exemple, le Japon le Japon a participé à l'émergence de la Chine parce que depuis des dizaines d'années, il implémente des usines là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les pièces détachées, en fait, sont envoyées en Chine pour être assemblées. Donc, quand on dit la Chine va cesser d'importer des produits américains, c'est pas des produits américains qu'elle consomme. Évidemment, elle consomme une partie, mais il y a aussi le fait qu'elle elle importe des produits pour les transformer et pour ensuite les renvoyer à l'étranger. En fait, c'est aussi ça le truc. Et c'est aussi ça qui pose problème à Trump, justement. Parce que il sait très bien qu'effectivement, les entreprises américaines, en fait, se sont délocalisées en Chine et font ça, c'est-à-dire prennent les pièces détachées, les ramènent en Chine, les assemblent et les renvoient ensuite aux États-Unis. Et ça lui pose problème. Donc, est-ce qu'elle va cesser d'importer des produits américains? euh, C'est pas évident. Déjà, il faut bien voir, on peut pas considérer la Chine comme étant un bloc monolithique. Encore une fois, hein, je veux dire, c'est une erreur qui est absolument fondamentale dans la compréhension de ces pays-là. C'est, on a tendance enfin, les médias, de manière, comment dire, ignorante, parce que c'est pas du complot, c'est même pas de la propagande. C'est juste, ils savent pas de quoi ils parlent. Ça fait bien de présenter la Chine comme étant le pays autoritaire, monolithique, la dictature, le truc un peu suprême, un peu la Corée du Nord, quoi, un peu ce style-là. Mais la plupart du temps, tous ces gens-là n'ont jamais même mis les pieds en Chine. Évidemment, ne parlent pas la langue. Évidemment, n'ont jamais appris ni l'histoire ni la culture. Donc voilà, ils racontent un peu tout ce qu'ils ont entendu remâché, prémâché ailleurs. Et malheureusement, ça fausse la compréhension. C'est très grave, hein. Moi, je pense que ça, c'est vraiment extrêmement grave. Parce que quand on ne comprend pas les gens qui sont nos interlocuteurs, ou même adversaires éventuellement, hein, pourquoi pas, et ben dans ces cas-là, on commet une très très grave erreur. Parce qu'on ne sait pas comment prendre la situation, et quand on prend la situation, on la prend mal, et à ce moment-là, bah, on risque de se faire du mal à nous-mêmes. Donc c'est très important de commencer déjà à comprendre de quoi il retourne. Et la Chine n'est pas du tout un pays monolithique. C'est-à-dire que vous avez effectivement un gouvernement central, mais après, vous avez tout un tas de petits gouvernements, déjà au niveau des provinces, qui ont beaucoup d'autonomie, hein, énormément d'autonomie. Euh, les Français, peut-être, sont peut-être un des peuples qui ont le plus de mal à comprendre, je parle bien des Français, hein, pas des francophones pour le coup, sont peut-être ceux qui ont le plus de mal à comprendre cet aspect-là. Pourquoi un Français a du mal spécifiquement à comprendre ces aspects-là dans les autres pays? Parce que contrairement à nos voisins européens, en fait, on est un pays déjà beaucoup plus ancien, hein. Ça, c'est le premier point. Et avec ça, en fait, arrive un deuxième point, c'est on est un pays qui est beaucoup plus monolithique. C'est-à-dire que on sait très bien, les décisions se prennent à Paris. Euh, Ça date pas d'hier, ça date même pas de la République, ça date de Louis XI. Louis XI a commencé à vouloir affaiblir tous les nobles, donc les nobles locaux, hein, etc. Il a réussi, et plus tard, avec Louis XIV, etc., l'absolutisme, on connaît vraiment le truc, et la République n'a pas fait autre chose, c'est-à-dire qu'elle a vraiment tout centralisé à Paris, et on est vraiment dans une continuité. D'ailleurs, il y a aussi un épisode, hein, bon, la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas très grave. L'épisode des Templiers, quand en 1300, je me rappelle plus la date exactement, enfin c'était le vendredi 13 en tout cas, donc c'était au 14e siècle, au début du 14e siècle, fin du
Non, fin du 14e, début du 15e. Non, c'est le contraire. Fin du 13e, début du 14e. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, c'était 1300 quelque chose. Donc, quand le roi Philippe le Bel a fait arrêter les Templiers, partout en France, c'était déjà une affirmation d'un pouvoir central monarchique qui voulait absolument tout contrôler. Donc, on est vraiment, on est vraiment en France dans cette truc-là, et les Français s'en aperçoivent pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point-là. Les Français ne s'en aperçoivent pas parce que bah, c'est normal, hein. On a tous vécu dans cet univers. On a beaucoup de mal à comprendre qu'il existe autre chose. Et il suffit de traverser la frontière, il suffit d'aller en Belgique, en Suisse, en Allemagne ou en Espagne, et on trouve quelque chose qui est déjà complètement, totalement différent. Parce qu'on se retrouve avec des pays qui généralement se sont rassemblés, alors pas pour tous, hein, mais certains qui ont, je sais pas, par exemple la Belgique, c'est 1830, la création de la Belgique. L'Italie aussi, c'est il n'y a pas très très longtemps. En Suisse, vous avez le système des cantons. En Allemagne, vous avez le système des Länder. Et d'ailleurs, l'Allemagne s'est aussi unie, disons, la première fois, c'était en 1870 dans le Palais des Glaces à Versailles, etc. Donc, et puis, bon, l'Allemagne, l'Espagne, vous avez un certain nombre de provinces qui réclament l'autonomie, etc. Donc, voilà, en France, on a vraiment quelque chose de très, très, très particulier. Et puis, vous avez un héritage culturel, la religion catholique, une religion très hiérarchisée aussi, une religion par définition monolithique. Bon, bah ça, c'est commun à toute la chrétienté, mais ce que je veux dire par là, c'est que en France, on a vraiment quelque chose de très particulier qui nous fait considérer l'État par définition comme un monolithe, comme quelque chose, comme une pyramide extrêmement solide. Et on a du mal en fait à envisager bah, des pays comme la Chine, par exemple, où c'est le contraire. C'est-à-dire que là-bas, vous avez historiquement une culture qui est polythéiste. Donc vous avez le taoïsme, le bouddhisme, vous avez la pensée confucianiste, etc. Donc vous avez voilà cette façon de voir les choses un peu multiples quelque part. Et puis vous avez aussi donc des pouvoirs locaux qui sont très forts, très importants. La Chine, si vous voulez, il faut plus la comparer à l'Europe qu'à un pays. La Chine, c'est plutôt un ensemble de provinces qui ont été réunies. C'est un peu comme l'Europe ou comme les États-Unis, mais avec quand même des pouvoirs locaux plus importants et des gens surtout qui ne se laissent pas faire, contrairement aussi à ce qu'on pense ici en France, qui ne se laissent pas faire et qui sont très jaloux de leur pouvoir, on va dire. Et donc, voilà. Donc, quand on fait une réunion de tous ces pays-là, ça fait un ensemble peut-être qui est beaucoup moins cohérent, en fait, que ce qu'on peut le penser. Je veux dire, on voit bien en Europe ce qui se passe. On voit qu'on est une Europe à 28, mais on voit que les choses se passent peut-être pas comme ça avait été imaginé au départ, parce que vous avez bah, un certain nombre de pays, et puis vous avez des politiques qui veulent absolument garder leur précaré. Donc il y a une Europe qui vivote comme ça, qui essaye de bon. Et donc je voulais absolument parler de ça parce qu'on considère les BRICS comme étant quelque chose de vraiment une nouvelle puissance qui émerge. Or, moi, je pense absolument pas du tout à cause de ça, parce que ça manque vraiment de cohérence. C'est des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui éventuellement peuvent même devenir ennemis un jour. Donc, et qu'ils le savent très bien. C'est surtout ça le truc, hein. Je veux dire, quelque part, je pense, quand Poutine pense à la Chine, qui est à sa frontière est, il doit quand même pas dormir très très bien nécessairement tous les jours. Donc, euh, donc voilà, je voulais parler de ce sujet-là.
Les produits américains que la Chine est obligée d'importer, elle va les payer en dollars aux États-Unis plus haut en se faisant rembourser l'argent que les États-Unis lui doivent. Euh, donc, faut pas nécessairement penser euh, que l'argent emprunté à la Chine, que la dette, faut pas nécessairement penser que la Chine a intérêt à trop jouer sur la dette. Encore une fois, c'est vraiment le genre de choses, ça peut être plus compliqué que ça. Si les États-Unis ne reviennent pas à de bonnes intentions, mais continuent leurs agressivités injustifiées, leur action contre la Chine de la guerre commerciale, on passera à la guerre tout court. Euh, euh, c'est bon, je sais pas quoi répondre à ça. Dans l'histoire, il y a déjà eu ce type de choses qui se sont passées. Par exemple, avec entre les États-Unis et le Japon, mais aussi entre la Chine et les puissances occidentales, hein, entre autres la Grande-Bretagne, etc. Donc voilà, c'est toujours le genre de risque qui existe de toute manière. La Chine va faire un blocus maritime naval filtrant autour de l'île de Taïwan. Tous les pays du monde peuvent venir s'approvisionner, mais pas les États-Unis. Ouais, ça, franchement, je pense pas que je pense pas que ça puisse être envisageable. Euh, Enfin, je veux dire, si la Chine fait un blocus autour de Taïwan, c'est probablement plus pour prendre l'île que vraiment pour faire ce genre de choses-là. Faut quand même bien faire attention. Enfin, Taïwan, c'est quand même un cas qui est très particulier. Et je pense que la Chine le sait bien. C'est-à-dire que la Chine travaille beaucoup avec la tech, etc. Et il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de Taïwan et beaucoup de choses qui viennent des pays d'à côté. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, la Chine s'est rapprochée de la Corée du Sud, du Japon, pour faire un marché, disons, sans barrière douanière. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont avancés, mais en tout cas, il y a eu cette tentative de rapprochement. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je pense que l'intérêt de la Chine à prendre Taïwan, c'est peut-être pas si évident que ça. Ça peut être compliqué. On le voit bien avec ce qui s'est passé en Russie, le fait que la Russie ait attaqué l'Ukraine, en fait, a quand même, malgré tout, donné un très très mauvais signal à la communauté internationale. Et euh, je pense pas que la Chine euh, fasse l'erreur d'attaquer Taïwan alors qu'ils ont besoin de nouer des relations avec d'autres pays pour des raisons économiques. Parce qu'à ce moment-là, je pense que la Corée du Sud prendrait peur, le Japon prendrait peur, et le Vietnam aussi. Faut pas oublier qu'il y a eu une guerre entre la Chine et le Vietnam il n'y a pas très longtemps, hein. Enfin, il n'y a pas très longtemps, c'était en 78. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, Taïwan, moi, je suis assez dubitatif sur l'action vers Taïwan. Parce qu'à ce moment-là, tous les voisins de la Chine qui verraient s'appliquer, parce que la Chine prendrait Taïwan, quoi. Je veux dire, il n'y a pas. Enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de surprises à ce sujet-là. Les États-Unis pourraient pas faire grand-chose. Je pense que ça avait été acté. Et à ce moment-là, tous les voisins, disons, qui font du business à l'international, donc la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, tous ces pays-là, en fait, et puis les pays voisins, je veux dire les Philippines, voire même l'Indonésie et Singapour, tous ces pays-là commenceraient vraiment, et la Malaisie, commenceraient vraiment à avoir peur et il y aurait nécessairement un blocage et ça mettrait par terre tout leur système. Donc à ce moment-là, s'ils faisaient un blocus maritime et ou qu'ils prennent Taïwan, en fait, ils feraient tellement peur à ses voisins que ses voisins, pour le coup, arrêteraient leur relation économique avec la Chine. Et donc, ça leur causerait plus de mal qu'autre chose. Puis alors là, pour le coup,
Ils sont quand même obligés de passer par les détroits pour aller par exemple en Afrique ou dans l'océan Indien. Ça rendrait les choses vraiment très 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 compliquées. Donc je suis pas persuadé en fait que ça soit vraiment pour eux vraiment le très bon moment. Alors, sans exportation, il n'y a pas de tarif douanier, oui. La Chine a les moyens de renoncer ou de sacrifier ses exportations vers les États-Unis, au moins pendant un an. Peut-être, je sais pas trop, mais le problème, c'est que c'est pas juste des exportations créées à partir de rien, en fait. C'est beaucoup d'industries de transformation. Et donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est-à-dire que, comme c'est des industries de transformation, eh bien, les entreprises pourraient très bien trouver d'autres partenaires hors la Chine qui pourraient réaliser les assemblages. Je veux dire, il y a d'autres pays sur Terre où ça peut être possible. Et donc, ils pourraient perdre comme ça, de manière définitive, un bon pourcentage de du service. Et ça poserait problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont employés dans ces usines. Euh, En termes d'argent, oui, en termes d'argent, mais là encore, ça serait compliqué parce que euh, pas d'exportation, ça veut dire en fait pas de transformation. Ils ne feraient pas de transformation, d'assemblage, etc. Donc là encore, c'est pas trop quelque chose qu'ils peuvent se permettre. Les États-Unis et l'Europe peuvent-ils baisser leurs coûts de production sans baisser les salaires? Ça, c'est une très bonne question. Baisser les salaires au moment où les prix vont doubler, voire tripler, bonjour les soulèvements populaires. Bon, les prix vont pas doubler ou tripler. Cela dit, c'est une très bonne question. On peut vraiment se la poser, c'est-à-dire à partir du moment où bon, les coûts des matières premières, les coûts des exportations de la Chine, etc., vont monter, est-ce que ça va pas nécessiter, par exemple aux États-Unis, de baisser les salaires? Donc ça, c'est une, c'est une question intéressante. Euh, donc tout dépend des arbitrages qui vont être faits par les entreprises. Mais c'est vrai que ça peut être un des points du problème. Ce que les Chinois ne vendent pas aux États-Unis du jour au lendemain, les usines ne vont pas être créées aux États-Unis pour les fabriquer. Oui, ok, ça c'est bien entendu, pas du jour au lendemain. Néanmoins, aux États-Unis, vu ce qui se passe avec euh, vu ce qui se passe en fait avec le gouvernement Trump qui semble prêt à libéraliser quand même encore plus l'économie aux États-Unis, qui a viré pas mal de gens dans la fonction publique, etc. Peut-être ça peut permettre de mettre en place des usines plus rapidement que normalement, peut-être en respectant moins les normes ou ce genre de choses-là. Ce qui, au passage, euh, accélérerait encore le départ des entreprises de l'Europe vers les États-Unis, parce que il est bien évident qu'à partir du moment où il y a beaucoup moins de réglementation, beaucoup moins de freins, bah, à ce moment-là, les entreprises trouveraient beaucoup plus facile de pouvoir aller aux États-Unis. C'est une des plaies qu'on a en France. Je veux dire, la création d'entreprises stagne, c'est justement à cause de ça. Face à la Russie, les États-Unis ont surestimé leur capacité militaire. C'est une remarque intéressante. Aujourd'hui, ils supplient le président, oui, là je pense que c'est un peu fort, d'accepter un cessez-le-feu. Bonjour l'inflation. Euh, les États-Unis ont surestimé leur capacité militaire. C'est vrai que, quelque part, euh, c'est une idée qui peut être intéressante parce que euh, finalement, moi j'ai toujours été étonné, déjà sous Biden, en fait, qu'il n'y ait pas plus de matériel qui a été donné à l'Ukraine. Vu les sommes engagées, les milliards et les dizaines de milliards de dollars, vu aussi les stocks finalement qu'ont les Américains, j'ai toujours été assez étonné. Donc, officiellement, c'est pour des raisons pour pas
comment dire, pour pas provoquer les Russes, d'après ce que j'ai compris, pour pas franchir de lignes rouges. Maintenant, il faudrait pas que ça soit parce que en interne, ils estiment que bah, finalement, peut-être ils n'ont pas trop les moyens. Donc, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas savoir ça. Ça, on ne peut pas le savoir, euh, évidemment. On ne peut pas savoir ni la capacité militaire des États-Unis, ni celle de la Russie, ni de personne. Donc, en fait, c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus. Maintenant, c'est à la Chine qui a l'arme du dumping social. La Chine qui détient une grande partie de la dette américaine. Qui a globalement le soutien des pays du Sud. Ouais, ça a globalement le soutien des pays du Sud. Je suis pas persuadé, à vrai dire, que ça soit si profond que ça. La Chine essaye d'être un modèle pour les pays du Sud. Euh, En gros, regardez ce que nous on a réussi, regardez ce que vous pouvez réussir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, c'est un pays qui est très très particulier en fait. Euh, la Chine, c'est un pays que je connais, hein, parce que j'ai travaillé. La Chine, c'est vraiment un pays qui revient de loin. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays. Il faut voir que la Chine était sous Louis XIV, je crois, Louis XVI, enfin, il me semble au XVIIIe siècle, la Chine était probablement la puissance mondiale. C'est comme les États-Unis maintenant, en fait, hein. Sauf que c'était une puissance locale, c'est-à-dire qu'elle n'était pas partout sur le globe. Mais en termes de puissance économique, peut-être militaire, population, etc., la Chine était vraiment le pays, la civilisation la plus avancée au monde. Euh, voilà, c'était il y a 200-300 ans. Malheureusement pour elle, il y a eu des mauvais choix. Il y a eu un enchaînement parce que bon, la Chine c'est compliqué. Hein, je vais pas vous faire l'histoire parce que là ça va vraiment être très long, trop long. Mais la Chine a connu des problèmes et finalement a pas arrêté de s'enfoncer. La Chine, c'est un pays qui a fait des mauvais choix à un certain moment et qui finalement s'est retrouvé très vulnérable à l'arrivée de la fin du 18e et du début du 20e siècle. Et donc, bah voilà, c'est un pays vulnérable et qui a été de catastrophe en catastrophe, dont la dernière catastrophe a été la révolution culturelle de 1965 à 1975. Pourquoi ça a été une catastrophe? Bah, je ne sais pas si vous vous rappelez Men in Black, avec le petit truc pour effacer la mémoire, hein, la lumière rouge. Bah, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant cette période de 10 ans, en fait, le pays a perdu son histoire, sa culture, ses intellectuels, l'élite, voilà. Tout ça en 10 ans, ça a été balayé. Et il a fallu en fait la mondialisation qui a ramené de l'argent, qui a ramené des capitaux en Chine, mais surtout qui a ramené en fait des Chinois en Chine, hein, et des Hongkongais, des Taïwanais aussi, hein. Et finalement, quelque part, ils ont quand même rapporté un peu, on va dire, la culture. Et aussi, bah, le pays s'enrichissant s'est retourné vers ses valeurs traditionnelles, etc. Donc il faut bien comprendre, la Chine, c'est un peu comme... voilà, c'était la première puissance mondiale, ça l'a été à une époque. Et pendant voilà, 2 siècles, en fait, ils ont connu une descente aux enfers. Et maintenant, ils sont en train de se relever. Mais quelque part, c'est pas un modèle qui est réplicable ailleurs. Parce que la Chine, c'est vraiment. C'est pas que ça non plus. C'est aussi le confucianisme qui est vraiment très très important. Je veux dire, quand on entend parler de la Chine, on n'arrête pas de parler du parti communiste, rouge, machin, truc comme ça. Mais on efface complètement. D'ailleurs, les Chinois le font exprès, hein, on efface complètement l'aspect confucianisme du pays et l'aspect historique qui est, à mon sens, beaucoup plus important pour comprendre ce pays et ses réactions et la manière dont ça se passe là-bas.
que d'avoir une lecture à travers le prisme d'une idéologie qui, il faut quand même le rappeler, c'est une idéologie occidentale, hein. Le communisme est une idéologie occidentale qui a été créée en France, en Allemagne, en Belgique. Marx, Lénine, tout ça, je veux dire, voilà, ce sont des occidentaux avec des façons de voir occidentales. Et donc la Chine, effectivement, alors il y a quelque chose qui s'appelle le Parti communiste, et puis tous les gens qui sont des ignorants en Occident aiment bien dire le Parti communiste, mais en fait la réalité c'est que c'est un pays qui est très tourné vers le confucianisme, et c'est vrai que par certains côtés, le confucianisme pour un occidental euh, peut apparaître éventuellement comme quelque chose d'autoritaire, quelque chose qui n'est pas dans la ligne des droits de l'homme et ce genre de choses-là. Ça, c'est, voilà. Mais voilà, c'est quand même important de comprendre ça. Donc, si vous voulez, je pense que c'est ça qui est important de comprendre. Et donc, je ne crois pas qu'il y a vraiment un soutien qui soit vraiment, comment dire, euh, cohérent, je ne trouve pas de meilleur mot, entre les pays du Sud et la Chine. Euh, la Chine qui est le chef des pays du BRICS. Ça, c'est peut-être ce qu'ils aimeraient bien, mais il ne peut pas y avoir de chef dans un groupe comme le BRICS, parce que ce sont des pays qui sont tellement différents que euh, c'est des pays vraiment différents, avec des systèmes différents, des cultures très différentes. Il n'y a pas vraiment de cohérence en fait dans ça. Donc il peut difficilement y avoir un chef en fait. Et, et par rapport aux pays du Sud, ce qu'on peut dire par contre, ça c'est mon opinion, hein, c'est que si vous voulez, beaucoup de gens actuellement disent, comme à chaque crise, c'est la fin du capitalisme, c'est la fin du dollar, c'est la fin de l'euro, c'est la fin de la mondialisation, c'est terminé, etc. Moi, je pense qu'au contraire, on va franchir une nouvelle étape dans la mondialisation qui va être encore plus importante. Les pays du Sud, donc les pays qui ne sont pas encore en voie de développement, et ceux qui sont dans leur phase de développement, en fait, je pense, peuvent tirer un grand bénéfice de ce qui se passe en ce moment et devenir tout simplement les nouveaux pays en voie de développement. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de pays qui actuellement sont dans le fond des classements de PIB par habitant, etc. Et donc le truc, c'est que ces pays-là peuvent éventuellement devenir, grâce en fait à la baisse à la baisse des prix des produits chinois qui vont éventuellement pouvoir circuler mieux dans ces pays-là, moins cher, etc. Et puis les efforts que va faire la Chine aussi pour développer ces pays-là, parce que ce qu'ils peuvent faire, c'est éventuellement prêter de l'argent pour accepter leurs produits, etc. Donc il peut y avoir vraiment ce genre de choses-là. Et bien à ce moment-là, on va à mon avis, à mon avis voir une troisième vague de pays en voie de développement qui va arriver et qui va élargir encore plus le processus de mondialisation. Bien que, à mon sens, je dirais développement des exports-importations, parce que pour moi, la mondialisation n'a jamais cessé d'exister. La mondialisation, elle existe depuis qu'on connaît l'histoire. Je veux dire, les Grecs ont toujours été commercés très loin, les Phéniciens, les Arabes, même les Chinois aussi, à l'époque, avaient fait des expéditions navales. On dit par exemple qu'ils ont Chang He, qui ont un grand explorateur, avait visité l'Afrique ou Madagascar. Voire même, il y a des gens qui prétendent qu'ils avaient été aux États-Unis. Donc, et voilà, la mondialisation, ça n'a jamais cessé d'exister. Je veux dire, au Moyen-Âge, les rois faisaient des marchés, faisaient les grandes foires de Champagne, Venise, etc. Ça a toujours existé. Il n'y aura jamais un arrêt de la mondialisation, c'est pas possible. Il y aura une mise en place de tarifs douaniers, effectivement, de genre de choses-là, mais
même en guerre, il y a toujours eu de la mondialisation et c'est pas quelque chose qui va s'arrêter là. Mais ça va changer de nature et ça va probablement s'amplifier, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc la Chine qui est le chef des BRICS, vous savez ce que j'en pense. C'est à cette Chine que M. Trump croit que son pays, les États-Unis, peut s'attaquer avec les tarifs douaniers. C'est à genoux que les États-Unis vont supplier la Chine. Ouais, les tarifs douaniers, faut pas croire que ça soit nécessairement. Je veux dire, ça c'est ce que colportent effectivement les médias qui, à mon avis, ont abandonné toute idée, même de faire un peu d'effort pour, comment dire, réfléchir et apprendre des choses nouvelles. C'est vraiment très affligeant d'avoir. Enfin, je sais bien que c'est pas vous, mais je sais bien que les médias racontent ce genre de choses. C'est pas si évident que ça, si vous voulez, que ce qui se passe en ce moment avec les tarifs douaniers, ça soit tellement contre-productif pour la Chine. Je vais m'expliquer. À l'heure actuelle, les États-Unis ont vraiment un très grave problème de dette publique. On sait ce que c'est en France. Hein. On a vu avec la discussion du budget 2025, celle du budget 2026 va être vraiment... ça va vraiment déclencher probablement peut-être même des crises. Donc c'est vraiment un très très gros souci. La dette publique, c'est quelque chose qui pose un problème fondamental aux Américains et pas depuis hier. Le problème pour les Américains, c'est que ça commence à devenir quelque chose d'assez catastrophique. Donc il faut qu'ils fassent quelque chose. Parmi les choses qu'ils ont faites dans ce sens-là, il y a le fait de se débarrasser de beaucoup de fonctionnaires, le fait de diminuer les frais de l'État. Donc voilà, c'est ce que sera d'ailleurs appelé un jour à faire la France de gré ou de force. Hein, c'est le problème. Mais les tarifs font partie aussi de cette stratégie de réduire la dette publique américaine. Et maintenant, il faut se poser la question, je veux dire, si demain les États-Unis devaient faire défaut sur leur dette parce que ils se sont trop endettés et qui commencent à arriver quand même sur des niveaux assez durs, assez catastrophiques, qui en seraient les premiers victimes, hein. Bon, il y aurait les États-Unis, oui, mais la Chine détient aussi beaucoup de dettes. Elle détient aussi du dollar. Et puis, malgré tout, la Chine, elle fait quand même beaucoup d'exportations aux États-Unis. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, elle pourrait perdre une bonne partie de la dette, elle pourrait voir fondre la valeur de ces dollars qu'elle détient. Elle a des réserves de change qui sont très importantes en dollars, mais le reste du monde aussi, hein, je veux dire. Et aussi, elle verrait à ce moment-là son marché, un de ses marchés importants, bon, c'est quand même 15% malgré tout, hein, de environ 15% de ses exportations, se fermer, parce que pour le coup, les Américains seraient vraiment très très mal, et là, ils pourraient rien acheter du tout. Ce serait même plus une question de tarifs douaniers. Donc, et ça serait pareil pour tous les autres pays. Donc, il faut bien voir ça, en fait, malgré les cris d'orfraie, malgré l'hypocrisie quelque part un peu généralisée, je pense que je pense que quand même il doit y avoir un certain nombre d'économistes qui comprennent bien que les États-Unis doivent régler leurs problèmes, non seulement pour eux, mais aussi pour le reste du monde. Parce que si jamais il venait à y avoir une crise grave aux États-Unis, une grave crise économique, on a bien vu ce que ça a donné pendant la crise des subprimes, et c'était juste un amuse-bouche, un amuse-gueule. C'était pas grand-chose par rapport à ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu des mesures particulières qui avaient été prises à l'époque. Là, pour le coup, on aurait eu le droit effectivement à des crises du style 1928, 1929, 1930, avec des millions de gens dans la rue,
au chômage, à la soupe populaire, dans les bidonvilles, avec des centaines de milliers d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, la pauvreté qui s'installe pendant des années, et un coût à l'économie américaine et à l'économie mondiale, mais alors vraiment d'une ampleur vraiment catastrophique, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Pour reprendre un peu les films, il y a un film qui s'appelait Margin Call, il y a un autre film qui s'appelle The Big Short, hein, c'est des films anglais, vous pouvez trouver en français éventuellement, et les acteurs qui jouent à certains moments dans ces films, en fait, expliquent plus ou moins quelles peuvent être les conséquences. Et c'est ça les conséquences, hein, de cette crise-là, c'est que ça aurait vraiment pu très mal se mettre. Si rien n'avait été fait à l'époque, si pendant la crise des subprimes, il n'y avait pas eu les mesures, comment dire, comment ils ont appelé ça, les mesures particulières qu'ils ont prises, on en paierait vraiment encore le coût maintenant, avec un nombre de chômeurs, je sais pas, il y aurait peut-être 2 fois plus de chômeurs en France, il y aurait, voilà, ce serait vraiment la pauvreté installée, une régression sociale généralisée, enfin vraiment quelque chose de terrible. Donc en apurant quelque part leur économie, les Américains rendent service à tout le monde parce que ils sont, euh, ça permet quelque part de garder un peu la stabilité économique du monde. Donc ça, une façon de voir les choses. Je dis pas que c'est la bonne façon, je dis pas que c'est la seule façon, mais en tout cas, il faut quand même voir un peu les choses sous cet angle-là, c'est-à-dire que c'est pas si néfaste que ça. Après, il y a la méthode, et en fait, c'est plus la méthode qui pose question. La méthode de Trump, c'est une méthode qui est très directe. Euh, les Chinois fonctionnent pas comme ça. Enfin, en tout cas, l'Asie ne fonctionne pas comme ça. Ça heurte tout le monde en Asie. En Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, partout ça heurte parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de choses-là. Et c'est pire que ça, en fait, ça leur fait perdre la face vis-à-vis de leur population. C'est quelque chose qui est extrêmement grave, en fait. Donc, je sais pas, voilà, est-ce que ils y ont pas, est-ce que les Américains n'y ont pas pensé? Est-ce qu'ils cherchent un effet particulier? Euh, Est-ce qu'il y a une volonté d'agression? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas à leur place, mais je pense, voilà, en termes économiques, en fait, comment on peut analyser la situation. Donc, la situation, elle n'est pas si nécessairement, comment dire, volatile, catastrophique. Euh, Elle n'est pas aussi, comment dire, c'est pas une action aussi délirante que veulent le représenter les politiques occidentaux, en particulier européens, hein. Ils ont vite fait de raconter n'importe quoi sur la politique de Trump. Je suis pas un pro-Trump du tout, hein, c'est pas du tout la question, mais à un moment donné, il faut arriver à analyser ce qui se passe dans des pays différents, dans des cultures différentes, avec un œil qu'il faut quand même essayer d'être un peu objectif. Et le problème, c'est que je pense qu'à travers les médias, à travers les hommes politiques, les discours en Europe, en fait, on voit beaucoup de gens qui s'expriment parce que c'est des gens qui n'ont pas de courage, ils n'ont pas le courage d'appliquer en fait les mesures nécessaires qui seraient indispensables à l'Europe, par exemple, ou à la France. Et comme ils n'ont pas de courage, à ce moment-là, ils ont vite fait de traiter comment dire, d'imprévisibles ou de choses ou d'irréfléchis des mesures qui sont prises dans d'autres pays. Alors que moi je pense que ce qui a été fait, en fait, c'était préparé, en tout cas, c'était préparé, planifié. Après, il y a, comment dire, du pragmatisme dans l'application. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais déjà, il faut remarquer une chose quand même, hein, c'est que on peut raconter n'importe quoi. Trump, il a quand même réussi, malgré tout, en l'espace de 3 mois, à imposer des barrières douanières de 10% à l'ensemble de la planète quand même. Enfin, je veux dire,
le résultat, c'est quand même un résultat assez fou quand on y pense. Il y a 3 mois, si on avait dit, tu vas voir demain, les États-Unis vont appliquer 10% à l'ensemble des produits qui arrivent chez eux, personne n'y aurait cru, pensait que c'était absolument un délire. Or là, le résultat au 12 avril 2025, c'est que Trump, il a réussi à imposer, mine de rien, au reste de la planète, 10% minimum de tarifs douaniers. Donc, encore une fois, moi je suis pas Trump, en plus je suis européen, donc finalement c'est pas nécessairement dans mon intérêt. Mais il faut reconnaître que il a réussi quelque part à implémenter une politique, et après, voilà. Alors après, il y a la relation entre les États-Unis et la Chine. Je pense que c'est une relation qui est amenée de toute manière à être problématique parce que ces deux pays qui n'ont rien à voir, même si beaucoup de Chinois en fait admirent les États-Unis, hein, je veux dire, euh, ça fait les gros titres, etc. Mais il faut pas croire, il y a beaucoup de Chinois en fait qui admirent les États-Unis. Il y a les États-Unis, quelque chose qui est vraiment très marquant, hein, c'est quand vous voyez les Chinois, leur premier rêve, c'est que leurs enfants aillent étudier aux États-Unis. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des Chinois qui viennent étudier en France, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu aller aux États-Unis. Enfin, je veux dire, faut pas se le cacher, quoi. Donc le truc c'est que voilà, ils rêvent d'envoyer parce qu'ils admirent les États-Unis, parce que les États-Unis c'est un pays qui réussit, c'est un pays qui réussit, donc c'est pour ça même les États-Unis sont admirés aussi en Europe pour ces raisons-là. Donc mais euh, mais il y a quand même une culture locale en Chine qui est vraiment très importante, qui est voilà, la culture de garder la face. Donc ça, c'est quelque chose que les Américains, à dessein ou peut-être sans faire exprès, je sais pas. Franchement, je me pose la question, j'ai pas la réponse. Est-ce que les États-Unis font exprès de faire perdre la face au gouvernement chinois, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu? J'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut vraiment créer de très gros problèmes parce que les dirigeants des pays asiatiques ne peuvent pas se permettre de perdre la face à leur population. C'est-à-dire que il y a une opinion publique, il y a une population. Alors, c'est pas nécessairement des gens qui votent effectivement tout le temps, mais en Chine, contrairement là encore à ce qu'on raconte, la première chose que regardent les dirigeants chinois, c'est bien évidemment leur population et l'opinion publique. C'est extrêmement important, c'est fondamental. L'histoire de la Chine, c'est une histoire de rébellion, c'est une histoire de séparatisme, une histoire de réunion, une histoire voilà, de tout ça. Toute leur histoire est pleine de ça, ils le savent très bien, ils vivent avec, ils s'endorment et ils se réveillent avec, donc ils doivent nécessairement tenir compte de ça. Et en Asie, pour avoir le pouvoir ou pour le garder, eh bien, il faut garder la face. En France, on peut avoir n'importe quoi, c'est révoltant, mais il n'y a pas de problème. On peut diriger en ayant perdu la face je ne sais combien de fois. Euh, en Asie, c'est pas possible. En Asie, c'est pas possible. Et donc, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Alors, est-ce que c'est dû à la méthode américaine ou est-ce que c'est une volonté des États-Unis? Pour terminer sur cet aspect militaire, hein, parce que je ne veux pas éluder la question, je pense qu'il y a une incompréhension à la base. En fait, les États-Unis ont vu le Japon se développer. Donc le Japon, il s'est développé et est devenu un pays très riche. Et peut-être, alors à tort ou à raison, ils ont pensé qu'il allait se passer la même chose en Chine. Mais le Japon est un pays non militarisé, on le voit bien. Je veux dire, en ce moment, ils sont en train de passer des lois pour se militariser en vitesse. Mais à l'origine, quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un pays qui a essayé de se démilitariser. Or, ce qui se passe avec la Chine, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la Chine,
au fur et à mesure qu'elle est montée en puissance au niveau économique, elle est aussi montée en puissance au niveau militaire. Et finalement, les États-Unis se retrouvent en 2025 avec, de l'autre côté de l'océan Pacifique, en fait une puissance montante au niveau économique et aussi au niveau militaire. Et peut-être, je ne sais pas si ça avait été envisagé. Et donc, une, comment dire, une des raisons d'antagonisme profond entre les États-Unis et la Chine peut être justement cet aspect-là, le fait d'avoir une puissance économique en voie de développement, parce que la Chine n'est pas encore développée, hein. Il va falloir peut-être encore une centaine d'années avant que la Chine soit vraiment développée, parce que à l'heure actuelle, il y a peut-être un tiers de la population qui a un niveau de vie qui correspond à peu près à ce qu'on peut trouver en Europe, disons au niveau moyen, quoi. Mais il y a quand même les deux tiers qui vivent dans la pauvreté encore. Donc voilà, il va encore se passer pas mal de temps, mais c'est clair que à un moment donné, va se poser la question d'un rapport de force des forces militaires en présence. Et donc, à ce moment-là, ça peut être effectivement assez compliqué. Donc, mais voilà, là, moi, je suis pas dans les. Je m'intéresse pas trop à l'aspect militaire, on va dire. Donc, je connais pas les chiffres trop en présence, mais c'est clair que c'est sans aucun doute un sujet aux États-Unis. On voit aussi, il y a eu des cyberattaques de la Chine sur les États-Unis. Ça rend les choses encore plus compliquées. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un gros point d'interrogation pour moi. C'est l'aspect géopolitique, qui n'est pas lié à Taïwan, hein, qui est vraiment de l'ordre du rapport de force qu'il y a entre les deux très grandes puissances, en fait. Voilà, ben en tout cas, merci beaucoup pour avoir fait ces commentaires. Voilà, ça m'a permis d'éclaircir un peu aussi mon avis sur tous ces sujets. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée.